Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de Zouk TV, merci de nous accueillir chez vous et dans notre émission Libre Antenne. Nous tenons déjà au départ à remercier la direction de Zouk TV pour nous permettre de faire cette émission et aussi toute l'équipe qui accompagne Manuela au volet technique. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'eau dans nos rivières. Et nous disons, si nous ne faisons pas attention, il y a des rapports qui nous indiquent d'ici 2040, on aura de sérieux problèmes d'eau en Martinique. Alors pour ça, il y a certaines personnes qui vous diront, là, M. Mambaïda, là, nous demandons simplement à Manuela de mettre le lien en bas de page pour permettre aux gens d'aller vérifier cette information. Ce sont des informations scientifiques qui tiennent la route. En tout cas, nous avons des invités. Donc nous avons M. Yvon Paquite. Bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Donc d'Odyssey. Oui, je viens, tout à fait. Et M. Patrice Mounama de la SME, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Bonjour M. Grabem, bonjour M. Paquite. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour qu'on puisse débattre de ce sujet. M. Paquite, M. Mounama, là actuellement on constate qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a 2 semaines de ça à peine, des tonnes et des tonnes, des trompes d'eau sont tombées sur la Martinique. 2-3 jours, 4 jours après, il n'y avait plus une goutte d'eau en rivière. Que pensez-vous de ça? Alors, bon, je ne sais pas si je commence. Il y a un premier phénomène qui a déjà été largement décrit, c'est la vitesse à laquelle l'eau passe des rivières, des points hauts, vers la mer. Tout simplement à cause de l'urbanisation sur l'ensemble du territoire. Il y a de plus en plus d'eau parce qu'il y a beaucoup plus de toitures, beaucoup plus de maisons. On a bétonné beaucoup. Et quand on bétonne beaucoup, c'est les infiltrations qui se font moins bien. C'est-à-dire qu'on le constate d'ailleurs visuellement, quand vous allez sur les hauteurs du lycée Schellcher, quelques minutes après une pluie, l'eau est déjà turbide. Tout simplement que la vitesse à laquelle l'eau passe des points hauts vers la mer a décuplé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rétention par l'infiltration naturelle. Il y a beaucoup moins d'arbres. Et d'ailleurs, on l'observe. On a étanché les sols. On a étanché les sols. Ça se voit d'ailleurs sur les quartiers de Fort-de-France que je connais bien. Toute la partie Gosse-Roche, Trinel, Citron. Vous avez une rivière qui alimente la Velverson. Eh bien, à l'époque, l'eau était claire. Quand il y avait un phénomène pluvieux important, il fallait attendre un moment pour que l'eau devienne turbide, devienne chargée en matière en suspension. Aujourd'hui, quelques minutes après, ça déborde et quelques minutes après, il n'y en a plus. Autrement dit, c'est ce qui explique le phénomène que tu viens de décrire et qui comporte bien évidemment pas mal d'autres conséquences. Mais il y a une incidence majeure, c'est sur la production. Tout à fait. Donc bien entendu aujourd'hui, tout ce qui est ressources en eau, il faut savoir que c'est 90% des eaux de surface qui sont utilisées pour la production d'eau potable. Alors je parle de la production d'eau potable, et puis les autres, ce sont quelques forages qui existent sur la Martinique. Donc ça veut dire que lorsque nos rivières gonflent d'un coup, il y a abondance d'eau, mais une eau turbide, comme l'a précisé M. Paquite, et puis après, le niveau baisse, les débits baissent. Donc ce sont justement ces fluctuations qu'il faut gérer. Alors, un constat qui est fait depuis déjà quelques années, c'est Météo France qui nous alerte sur le sujet, qui nous dit on a des chutes de pluviométrie de moins 30%. Donc, cette prise de conscience s'est faite avec l'année 2020, qui a été marquée par une sécheresse sévère, tellement sévère que nous avons connu des pénuries sur la Martinique. Il faut savoir qu'avant cela, si vous regardez bien, nous parvenions quand même à nous organiser et à distribuer, alimenter l'eau couramment au robinet d'usagers. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a effectivement cette concentration des pluies sur quelques mois, donc très forte, et puis d'autres mois où il n'y a quasiment pas de pluie. Vous me direz qu'avant on avait des carèmes, oui certes, mais la pluviométrie est un peu plus éparse. Alors, M. Paquite, ça nous fait palmarès ancien combattant.
Parmi ceux qui nous regardent, je suppose qu'il y a de ceux qui pourront témoigner de l'affaire. Il existait hier en Martinique, dans nos rivières, très importantes, un niveau d'eau très important, et on avait des bassins qui nous permettaient de stocker cette eau. Est-ce que vous pouvez décrire 2-3 bassins que vous avez connus? Est-ce que M. Patrice, vu son jeune âge, a-t-il connu ces bassins? Alors, très clairement, et pas très loin de nous ici, quand vous allez sur la route de Balata, et que vous passez le pont qu'on appelle pont de Chêne, Oui. juste sur la main droite, il n'y avait pas seulement des bassins, on appelait ça des dômes. C'est-à-dire que c'est la rivière Grosse Roche, où les gens plongeaient Nous devons prendre l'étiquette. l'étiquette. Et les gens, attention, j'ai connu des jeunes qui se sont noyés dans les dômes. Autrement dit, il y en avait plusieurs depuis le citron, et on plongeait, et on nageait, c'était comme, il y avait beaucoup d'eau. Allez voir maintenant. C'est un petit filet d'eau. Et souvent, il y a la baie à Contagne. Voilà. Donc, ça c'est, je cite cette rivière, parce que tout le monde connaissait Oui. depuis. Et même, vous arrivez jusqu'à Debriand. C'était le même phénomène. Il y avait plusieurs dômes, plusieurs bassins qui faisaient de la rétention. Et je prends l'exemple du bassin à Rivière-Monsieur, juste derrière l'usine de Dillon, Oui, aussi. à côté de chez Séry. Tout à fait. Nous, on faisait Tarzan. On se plongeait dans la rivière. À l'entrée de la cité Dillon, Oui, tout à fait. il y avait là où on appelle au Moubin. On montait dans l'arbre, on plongeait, on faisait Tarzan. Et à mon niveau, j'ai perdu 9 copains père à leur âme et un pompier. Au bambou un peu plus haut, juste derrière la ménage, derrière l'Espérance. Tout à fait. Quand on va là, il n'y a pas une goutte d'eau. Ça serait bien de pouvoir expliquer de manière approfondie tout ce phénomène. Alors, il y a bien sûr la pluviométrie, il y a aussi tout ce phénomène d'urbanisation, etc. Et la modernisation de Et la l'agriculture. modernisation, et la vitesse d'écoulement de l'eau, etc. Il y a toute une série de facteurs. Mais, enfin, on y arrivera tout à l'heure, la nécessité aujourd'hui, comme hier, de protéger les rivières. De les entretenir. De les entretenir. Il y a bien sûr l'effet volume, mais il y a aussi, tu vas certainement en parler tout à l'heure, il y a aussi d'autres facteurs, Oui. n'est-ce pas, qui exercent une pression très forte sur l'équilibre des rivières, sur les écosystèmes des rivières. Et par conséquent, c'est vrai, les volumes sont là, l'effet sur les volumes sont là, la pluviométrie, la météo, mais il y a d'autres facteurs, d'autres pressions qui devraient effectivement retenir notre attention. Alors pour que les téléspectateurs puissent comprendre, il y avait un bassin, un gros bassin. Et des fois très long. Si on partait à la nage, on nageait dans le lieu de sens. Et très profond. Absolument. Ces bassins ont été remplis au fur et à mesure à cause de l'urbanisation. À chaque fois qu'on faisait les fondations pour implanter un bâtiment, il y avait un mouvement de terrain. Chaque pluie, ça entraînait tout ce sable, toute cette terre, les alluvions, vers ce bassin. Et ensuite, il y a eu la modernisation de l'agriculture, où les premiers tracteurs sont arrivés ici. Et les tracteurs ont commencé à labourer dans le sens de la pente. Mais oui. On s'est battu pendant des années pour leur faire comprendre qu'il fallait dans le sens de la courbe. Non, ils sont toujours obstinés à faire le sens de la pente. Ce qui fait à chaque pluie, tout descendait. Et petit à petit, ces bassins se sont remplis. Et il y avait mieux une activité économique sur le sable de rivière, Et à oui. Pont-Vert au Lamentin. Oui. Et ceux qui, de notre génération, ont connu l'entreprise Niesoto, Copen et autres, Sogea de l'époque et compagnie, savent qu'on prenait ce sable pour les embases de route, pour faire du remblai et autres. Tout à fait. Et puis à un moment donné, silence radio, stop. Vous avez vécu et subi ça, pourquoi? À Pont-de-Chêne, nous prenons du sable de rivière, qui à l'époque présentait l'avantage de ne pas être corrosif comme le sable de mer. Parce qu'à l'époque, on prélevait du sable aussi, Au Vauclin. Macabou, au Vauclin, etc., Carrément. qui provoquait de la corrosion puisque c'est du sable chargé de sel. Le sable de rivière était dépourvu, n'est-ce pas, de ce taux de salinité, etc. Donc déjà, à cette époque, il n'y a plus de sable hein, de les rivières pour les mêmes raisons
que nous indiquions tout à l'heure, il n'y a plus de sable dans les rivières. Alors, il y a eu les comportements de l'époque, dans différentes administrations, où petit à petit, on nous a fait abandonner cet écosystème. On nous a fait petit abandonner cette économie circulaire. Tout à fait. Et on nous a introduit vers d'autres choses à l'européenne. Et aujourd'hui, nous payons très cher cette affaire-là. D'où l'urgence, nous demandons à nos élus de faire tout ce qu'il faut pour récupérer toute cette zone, récupérer 10 mètres de part et d'autre des berges des rivières, les enherber, broiser, pour qu'on puisse draguer, quand je dis draguer, enfin, sortir ce sable des bassins pour reconstituer des volumes d'eau pour que demain, qu'il n'y ait pas litige. Je ne sais pas si au niveau politique ou autre, administratif, si vous y voyez un inconvénient, parce que dans les partis, ça se bat, ça se tape. Non, pas d'inconvénient. Disons, la problématique qui se pose à côté de celle-ci, c'est la nécessité pour nous qui sommes des gestionnaires, des producteurs d'eau potable. Des consommateurs de l'eau brute. Voilà, il y a la nécessité de protéger les captages. C'est ça, Il faut pas la protection des captages, la protection de très proximité et la protection un peu plus loin. Il y a 3 niveaux de protection. Ça, c'est également, ça pourrait permettre d'éviter l'urbanisation, mais c'est surtout à notre niveau. Au mieux la réguler. Ou la réguler, mais à notre niveau, c'est surtout cette préoccupation. La protection des captages qui se fait d'ailleurs, qui se fait. Chez nous, je suppose également que ça se fait ailleurs, parce que c'est même une obligation. Tout à fait. D'assurer la protection des captages. Protection contre toutes les agressions extérieures. Il y a les agressions urbanistiques, mais il y a également les agressions physico-chimiques. Et alors, on va en parler certainement, puisque bon, les agressions venant de l'agriculture, je ne dis pas que... Voilà, c'est l'utilisation... Les physico-chimiques. Alors, physique, c'est les matières à suspension, tout ce qui est dragage, tout ce qui est alluvion, enfin bref. Mais les pollutions chimiques, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Sans compter les hydrocarbures venant de nos routes. Absolument. Alors là, c'est une autre question, je ne sais pas si tu avais prévu de l'aborder. On fait l'assainissement des eaux usées. Tu as raison de le dire, mais pour l'instant, on ne fait pas l'assainissement des eaux de ruissellement qui viennent, les pluies qui viennent des routes. Alors, ce n'est pas une obligation, mais il y a beaucoup de territoires. Ça devrait être une préoccupation. Voilà. Et il y a des territoires, j'en ai visité, qui récupèrent. Bien sûr, il y a des aménagements, des infrastructures qui sont prévues pour récupérer ces eaux de ruissellement venant des routes. Et il faut voir les tonnes de sable, puisqu'on parlait de sable tout à l'heure. J'ai vu ça à Lyon, pour être plus précis. Les tonnes de sable qui sont récupérées quand on a saisi ces eaux-là, qui sont chargées et qui sont porteuses de pollution chimique autant que les activités agricoles, avec les métaux lourds, etc., etc. Bon, chez nous, ça n'existe pas encore. L'assainissement des eaux venant des... Ce n'est pas une préoccupation première. Il y a tellement d'autres choses à régler chez nous, mais c'est quand même une problématique essentielle qui devrait nous occuper davantage que ça ne l'est aujourd'hui. Alors, M. Bounama, en termes de captage, là, quand il pleut, on s'aperçoit d'une chose, on n'a pas d'eau à l'usine. La turbidité fait que l'usine bloque. Ou par ensablement, ou une forte turbidité. Nous avons eu l'occasion de filmer une équipe sur un captage à Vevey. Ils sont 2 jeunes. Impossible de s'entendre. Parce que quand ça descend, ça fait du bruit une rivière. Tout à fait. Alors, on essaie de s'imaginer ce petit jeune qui voit à descendre un arbre. L'autre qui essaie de nettoyer le captage. Et qui n'entend pas l'alerte concernant le danger. Parce qu'il nous finit bien. Alors, il y a la deuxième formule. Ce même petit jeune qui est en bas, qui est en train d'enlever le sable, et puis un serpent ou 2 serpents qui a bien la main pour tirer le sable là. Alors, heureusement que ça ne se passe pas ainsi. Alors, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que, bien entendu, il y a la turbidité,
Et nous avons des précautions d'usage, des consignes de sécurité qui sont mises en place. Donc du moment où on est en très forte crue, on n'enverra pas un agent se mettre en danger. Donc ce qui se passe, nous avons effectivement des manœuvres à faire au niveau de l'usine, mais toute la partie grille sera nettoyée dans la mesure où l'agent n'est pas en risque. Hein, parce que l'objectif, c'est d'abord la santé des équipes et ensuite l'action métier. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il faut 41 millions de mètres cubes pour pouvoir alimenter notre population. Bon. Ces 41 millions de mètres cubes, il nous les faut en continu. Et ce que nous vivons, effectivement, c'est des périodes de pic et des périodes de chute de débit. La problématique, alors bien entendu, quand il y a beaucoup d'eau, il y a des arrêts d'usine à cause de la turbidité, mais ça, c'est temporaire. Maintenant, c'est plus compliqué lorsqu'on manque d'eau, comme il y a eu le cas en 2020, où là, il faut justement faire en sorte que les débits, les pertes de débit, les pertes de pression aussi, soient compensées par des équipements qui vont amener l'eau au robinet de l'usager. Alors, j'ai envie de dire, qu'il pleuve beaucoup, c'est une chose, qu'il ne pleuve pas beaucoup, c'en est une autre, mais l'objectif, c'est que l'usager ait de l'eau à son robinet. C'est ça. Alors, justement, à ce propos, Yvon, on connaît notre pays, on a émis l'idée, nous, Puma, de récupérer l'eau de ce gendarme pour la faire basculer du côté de Saint-Joseph. On a émis cette idée où on passe directement dans la forêt, on fait passer un émissaire dans la forêt, où on suit la route vicinale. Pour l'instant, nous n'avons pas vu d'avancée au niveau politique. Or, la première victime, c'est toi. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus d'eau. Tout à fait. Donc, que faut-il faire pour qu'on puisse te pousser, enfin, pousser les autres pour qu'on puisse te mettre cette canard en place? Alors ça, c'est une solution, bien évidemment, qui techniquement peut faciliter les choses. Mais je crois qu'il faut poser le problème de manière plus globale. M. Pona m'a indiqué tout à l'heure que nous produisons 41 millions de mètres cubes par jour pour alimenter les besoins de la population. Mais il faut savoir qu'en termes, sur une année, c'est plus d'1 milliard d'eau qu'on nous récupère. La pluviométrie globale sur une année. Donc tu as 1 milliard de mètres cubes d'eau qui tombent sur notre sol et 41 millions pour servir les besoins de la population. Mais vous me direz tout de suite qu'il a dit d'ailleurs, parfois il y en a trop et parfois il n'y en a pas assez. Alors, finalement, quelle est la solution à ça? Dans tout phénomène industriel, quand il y a des décalages de volume, on fait du stock. Le problème, c'est que nous avons une difficulté pour stocker l'eau. L'eau brute ou l'eau brute traitée? C'est-à-dire, au moment où il y a beaucoup d'eau, période d'inondation, les gens se disent, mais pourquoi vous ne stockez pas pour utiliser cette eau pendant la période de sécheresse? Mais il y a des difficultés. Première difficulté, comment stocker cette eau? Alors, il y a le stockage, il y a aussi la réorientation des cours. Toute l'eau vient du nord, comme tu l'as dit justement. Même en période de carême, il y a beaucoup d'eau dans le nord. Oui. Alors, la solution que tu préconises, prendre l'eau brute de ce gendarme et l'amener, n'est-ce pas, sur Saint-Joseph, c'est une solution technique qui permettrait déjà même en période de sécheresse, d'amener ce surplus d'eau. D'amortir le coût. Voilà, et l'amener vers le sol. Ça, c'est une solution, etc. Mais le problème du stockage, c'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde. Quand il y a un processus de volume comme ça, on dit, mais stockons. Alors, le stockage, ce qu'il faut dire aux gens aujourd'hui, c'est que l'eau potable ne peut pas être stockée plus de 3 jours. Pardon, c'est pourquoi j'ai posé la question. C'est l'eau brute. Si c'est l'eau brute avant traitement, c'est l'eau après traitement. On ne peut pas stocker après traitement. Parce que stocker après traitement, c'est 3 jours maxi pour des raisons sanitaires évidentes. L'eau peut être impropre à la consommation au-delà de 3 jours de traitement. Donc, on a au maximum 5 jours de réserve en eau traitée. C'est-à-dire que si nous avons une pluviométrie zéro pendant une semaine, eh bien, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas stocker l'eau traitée. Alors ça, il faut que les gens l'entendent. On ne peut pas stocker l'eau après traitement au-delà de 3 jours. Alors les gens disent, mais pourquoi vous ne stockez pas avant les eaux brutes? Eh bien, les eaux brutes, comment les stocker? Faire des barrages.
Quand vous faites des barrages, mais les barrages, ça, il faut les gérer. Quand vous faites des barrages, vous avez quand même les effets sur les écosystèmes. Vous avez un barrage, ça se casse. Hein? Et vous voyez un peu les difficultés. On avait imaginé un barrage sur Chelcher à un moment donné. Oui, mais il y a le barrage de l'Amazon. Il faut, effectivement, pour l'agriculture, c'est très bien. Mais un barrage, c'est pas aussi simple que ça. Il y a la partie génie civil, le barrage, la partie modification des écosystèmes, et puis il y a la partie physique, l'entretien du barrage, et puis etc. Vous vous souvenez, quand tu étais jeune, tu ne te souviens pas du barrage de la ville de Dreyfus? Oui. C'est pas Dreyfus, hein. Fréjus qui avait fait des dégâts considérables. Donc un barrage, bon. Et puis surtout, les gens nous disent, ah oui, prolifération de moustiques et de toutes sortes, etc. Et surtout, la destruction de l'écosystème. Parce qu'en réalité, enfin, tu es certainement mieux placé que nous pour le dire, une rivière, il y a des espèces qui quittent la mer, qui remontent pour pondre. Donc il y a le phénomène de la mer vers les rivières, et il y a l'autre, donc il faut éviter, il faut faire en sorte que l'eau puisse remonter, enfin les espèces puissent remonter, et puis l'autre phénomène, il ne faut pas faire obstruction à l'écoulement de l'eau de la rivière vers la mer. Il faut des passes-poissons. Donc il faut des passes, etc. Donc stocker comme ça, faire des barrages pour stocker les eaux brutes, ce n'est pas, je ne dis pas qu'il faut l'écarter, mais à mon avis, ça pourrait peut-être alimenter des petites unités de production d'électricité aussi. Bon, il ne faut pas l'écarter, mais je dis que ce n'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est le cas pire pour nous. Voilà. Mais j'aime bien la proposition que tu viens de faire, récupérer l'eau brute de Sojedam du Nord et l'acheminer avant traitement. Oui, parce qu'elle est déjà stockée naturellement. C'est déjà stocké naturellement. À Sojedam. On fait des canalisations, on fait venir l'eau brute à Saint-Joseph, et comme ça, quand tu n'as pas suffisamment d'eau sur la rivière Blanche, on a cette eau-là qui arrive. Donc c'est une solution, effectivement, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, puisque tu m'en avais parlé, mais il faut reprendre ce dossier pour le faire partager. Il faut le faire avancer. Mais en ce qui concerne le stockage. Alors, justement, un point de clarification sur la notion du stockage, c'est que certains usagers peuvent penser que l'eau sort de l'usine pour aller directement des robinets. Non. En fait, il y a l'étape des réservoirs. Donc, effectivement, il y a des réservoirs qui sont répartis sur le territoire. Et cette eau arrive dans nos réservoirs. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, s'il fallait fermer toutes les usines, nos réservoirs ont une capacité pour tenir en moyenne un jour à un jour et demi maximum. Ouais. Donc, c'est faible. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait de l'eau en permanence. Parce que cette capacité de stockage-là n'est pas suffisante. Ça laisse penser à quoi? En cas de crise ou de pépin ou de rupture d'une grosse canalisation, comme nous avons pu le connaître précédemment, que ce soit Séguineau ou encore Galion, Font-Saint-Jacques, ben en fait, les réservoirs ne sont pas en capacité de tenir une semaine comme on pourrait l'imaginer. Il faut se dire que c'est un jour, voire un jour et demi. Et quand on donne une moyenne de un jour et demi, ça veut dire que certains sont moins d'un jour, d'autres un peu plus d'un jour. Donc, il y a cette sensibilité-là aussi sur la notion du stockage qu'il faut savoir. Sur cette notion de stockage. Si tu me permets, je vais ajouter un élément à ce que vient de dire M. Podama. Les réservoirs, quand les gens parlent de réservoirs, ce ne sont pas des infrastructures de stockage. C'est pour de la régulation de pression. Vous faites monter l'eau sur un point haut pour que ça redescende. Ce n'est pas un élément de stockage. Ce n'est pas pour stocker. Je vous ai dit, même si les gens nous disent, mais multiplier les réservoirs, je répète encore, l'eau traitée ne peut pas être gardée plus de 3 jours, sinon elle devient impropre à la consommation. C'est ça, ce n'est pas un élément de stockage. Donc il faut que les gens retiennent bien cela. Donc quand il y a sécheresse et qu'il n'y a pas d'eau dans les rivières, les réservoirs ne peuvent pas constituer un élément de stockage de l'eau traitée. C'est interdit d'ailleurs. C'est 3 jours maxi. Tout à fait. Le seul stockage qu'on peut avoir, c'est avant traitement. Avant traitement, au bout. Soit on a un bassin tampon avant traitement, on stocke un volume suffisamment important, que l'eau soit corrompue ou pas, on peut la traiter. On peut la traiter après, voilà. Mais naturellement, la Martinique a toujours eu ses bassins. Donc, naturellement, on a toujours eu nos bassins. Quel est l'intérêt de faire ce tourboyau? Tout d'aller simplement dire, messieurs,
C'est comme ça chez nous aux Antilles, c'est pas comme au niveau hexagonal. Nous faisons tout ce qu'il faut pour récupérer ces bassins. Je ne sais pas pourquoi au niveau juridique. C'est là aujourd'hui la rivière appartient à l'État. Oui. Pourquoi ne pas demander que cette partie soit basculée à la CTM, à la collectivité? Alors, ça mérite une étude. Je ne suis pas convaincu, mais ça demande à être... On disait tout à l'heure que les bassins ont disparu. Je ne suis pas sûr qu'il soit facile de les reconstituer. Puisque comme c'est une conséquence d'une urbanisation excessive tous azimuts, on ne peut pas revenir sur une urbanisation. On ne peut pas revenir sur... Je parle du bassin. Oui, mais pour recréer... Il est plein de sable. Oui, mais ça va se rechanger. C'est une question d'entretien. Puisque la cause... Tout le problème, c'est une question d'entretien que nous avons abandonné hier. Tout à fait. Je prends les exemples très concrets pour ceux qui connaissent Pontchène, les bassins, etc. Mais comment reconstituer cela? Non, mais ça a même disparu. Hein? Non, on peut... Parce que l'eau n'arrive plus à cause de l'urbanisation. L'eau n'arrive plus comme ça arrivait. Et quand ça arrive, ça part à la mer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est sur toute la longueur de la rivière. Tout à fait. Mais en amont de captage, en amont du captage de la SME, il y avait des bassins. Oui. Nous prenons... Naturel. Je parle de bassin naturel. Sobabin, au Lorrain, c'était un gros bassin. Naturel, tout à fait. Naturel. Et les Gorges de la Falaise, c'était des gros bassins. Mais tous ces bassins ont été remplis d'alluvions de sable. Si on les nettoie, on a de nouveau de l'eau suffisamment importante pour arriver au niveau de l'usine pour qu'elle soit traitée. Effectivement, ça peut être une solution, mais est-ce que c'est à la mesure des enjeux? Mais effectivement, ponctuellement, ça peut se faire sur certains bassins naturels. Mais ils vont cacher le café avant la paye. Tout à fait. Et la déjà averti par cacher les femmes en caille. Il faudrait mener une étude. Oui. Non, mais sans aller... Non, je ne les garde pas, mais je dis qu'ils sont... Sans aller vers les études. Enfin, les études sont déjà là. Si c'est possible de remettre l'étude qui a été faite par le GIEC, qui nous met en garde. D'ici 2040, nous avons 25 communes de la Martinique impactées par la montée du niveau de l'eau, de la mer. Ça veut dire que sur ces 25 communes, vous aurez des gros problèmes de canalisation, assainissement et eau de robinet. C'est tout ça qui est problème. Or, dans l'étude qui est lancée là, il est clairement indiqué que les cyclones et autres seront violents. Donc nous risquons encore beaucoup de casse. Alors, mieux vaut faire les choses en amont, dire, messieurs, ça c'est prévisible. Personne ne peut écarter ça. On ne peut pas dire la date, l'heure, mais c'est prévisible. Mettons-nous dessus pour le faire avancer. Alors, quand on parle d'études, c'est-à-dire mener une étude sur les bassins. C'est que là... Sur l'intégralité de la question. Mais là, il y a déjà une étude faite. Par contre, c'est sur les bassins. C'est-à-dire, quels sont les bassins qui pourraient être, justement, prioritaires ou pas, et qui auront un impact positif sur le système, sur le circuit de l'eau. Donc, effectivement, les études sont à mener, puis, mais ce n'est pas l'opérateur qui peut ni prendre la décision, ni abonder dans ce sens. Voilà. C'est un acte politique. Hein. C'est bien pour ça que j'ai parlé de la CTM. Ouais. La CTM a deux avantages. Un, la CTM est productrice d'eau. Elle produit de l'eau à vivre. Tout à fait. Bon. Si on regarde bien les choses, la CTM, c'est elle qui a toute la charge. Elle produit de l'eau. Elle finance les travaux pour les EPCI. Pour la modernisation des canalisations, pour qu'on ait moins de fuites, pour les nouveaux réservoirs et autres. Par l'intermédiaire des forces européennes, surtout. Hein. Oui. Bon, il y a un jeu de financement là. Et nous, quand on regarde tout ça, puisque souvent nous siégeons dans différentes PCI, en tant qu'association, nous avons soulevé le problème que nous avons soumis à l'appréciation du président de la CTM. Nous disons que tout ce qui est financement eau doit être fléché eau. Quand on regarde les lignes budgétaires, tout ce qui rentre dans le pot commun, le consommateur, et Mme Yerso, elle peut nous répondre sur ça, elle connaît très bien la situation, puisqu'elle est quand même présidente d'une association de consommateurs, et souvent on les entend interpeller tout le monde.
Et si elle peut nous passer un coup de fil pour nous donner plus d'explications, ça va être intéressant. Sur cette question-là, nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé à Rivière-Salée. On a fait un siège social pour le PCI du Sud. Espace Sud. Quand on regarde le montant de cet investissement, quand on regarde dans les détails qu'est-ce qui a été mis sur eau et assainissement, il y a un vide. Mais le plus grave, c'est quand on regarde les factures payées aux entreprises. Donc on est toujours en train de tourner en rond, et à chaque fois, il y a un système de découragement pour interdire aux entreprises d'aller se mettre dans cet investissement. Et ça, bon, je ne sais pas si toi, tu es plus à l'aise pour en parler. Ah, pas du tout. Toi, tu as des avantages. Alors justement, c'est une opportunité que je tiens à saisir. C'est pour clarifier auprès des téléspectateurs les rôles. Puisque souvent, ils ne savent pas qui fait quoi. Et qui paye quoi. Voilà, qui paye quoi, qui fait quoi. Donc il y a les opérateurs qui, eux, ont pour rôle d'assurer l'exploitation du service. Cependant, ce ne sont pas eux qui pilotent le service. Ce sont les EPCI qui ont cette compétence-là, à savoir l'Espace Sud, Cap Nord, la CACEM. Alors, donc, elles définissent dans le cadre de contrat une tarification et l'opérateur, la SM par exemple, va réaliser la maintenance. Elle va gérer la relation aux abonnés, elle va facturer les services et puis elle va reverser les parts aux collectivités, à la STM, à l'État également, et il va garder sa part aussi sur les factures. Le rôle des agglomérations, après avoir, c'est bien entendu le pilotage du service, la définition du tarif, mais de conduire des études aussi. Quand tu dis la définition du tarif, oui, c'est SM qui fixe le prix ou le PCI? Non, justement. Le PCI. Voilà, c'est dans le cadre de contrat. Le PCI fixe son tarif, son service de l'eau sur son territoire, son périmètre, et l'opérateur y répond. Donc, il faut savoir aussi que les investissements ne sont pas portés par les opérateurs. Les investissements sont portés par les EPCI. Donc, c'est aussi un point qu'il fallait clarifier, parce que souvent, on demande aux opérateurs, mais pourquoi vous ne remplacez pas tel équipement? Pourquoi vous n'investissez pas sur tel équipement? Nous n'avons pas cette prérogative-là. Donc, c'est important de clarifier tous ces rôles. Tout ce qui est nouveaux ouvrages n'est pas du ressort de l'opérateur, c'est du ressort de l'EPCI. Donc, ça évitera des confusions de genre. Il faut savoir une chose, que l'opérateur, il est tenu dans un contrat à assurer des actes métiers, des actions d'amélioration. Il apporte son conseil aussi. Il apporte toute son expertise qui permet de faire avancer le service, qui permet justement de trouver des solutions, comme ça a été le cas depuis 2020. Nous avons travaillé avec les EPCI pour pouvoir améliorer la distribution de l'eau suite aux crises de 2020, qui était un vrai défi pour la Martinique. Nous sommes restés aux côtés des collectivités pour définir un plan d'action qui s'est appuyé sur plusieurs piliers. Donc il fallait déjà mieux gérer la pénurie d'eau, il fallait mettre plus d'eau dans les tuyaux, il fallait faire en sorte de mieux conserver l'eau et puis améliorer l'information aux usagers. Donc ce sont toutes ces actions que nous menons aux côtés des collectivités, mais c'est l'agglomération, c'est le PCI qui pilote le service. Alors sur ça... juste une petite nuance que je voudrais apporter, c'est que ce que vient de dire M. Ponama, c'est parce qu'il est en délégation de service public. À la nuance, nous sommes régis et le PCI CACEM nous a délégué à la fois l'exploitation et l'investissement. Alors, il y a une vieille formule. Il y a une vieille formule qu'on utilise souvent, on dit l'eau doit payer l'eau. L'eau paye l'eau. L'eau paye l'eau. C'est une formule qui ne peut pas s'appliquer, notamment chez nous, même ailleurs. L'eau paye l'eau, ça signifie quoi? Que tous les investissements, toutes les dépenses liées à la gestion de l'eau devraient provenir, selon cette formule, de la facturation du service d'eau, ce qui est totalement impossible. C'est totalement impossible. D'ailleurs, il nous faut même envisager une tarification sociale de l'eau, parce que l'eau n'est pas un bien, c'est pas un bien marchand. Tout à fait. On oublie que l'eau n'est pas un bien marchand. L'eau, c'est un bien commun. Et par conséquent, on ne peut pas priver. C'est comme si on te disait qu'on te prive d'air. L'eau est indispensable à la vie, d'ailleurs. Les gens oublient que le corps humain est constitué de plus de 70% d'eau. Donc si tu n'as pas d'eau pendant un délai très court, tu meurs.
Autrement dit, l'eau ne peut pas être un bien marchand. Et il lui faut Autrement dit, il faut que tout citoyen, tout usager ait la possibilité de disposer de ce minimum d'eau qui lui permettrait de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de vie, tout simplement. Et par conséquent, pour nous, d'ici, contrairement à la délégation de services publics, nous avons la charge de l'exploitation du réseau, de la maintenance, mais également de l'investissement. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que la CACEM, le PCI, nous verse du budget pour l'investissement. On doit aller solliciter. Il y a quand même l'ODE qui finance beaucoup. Tu dois chercher les financements. Il y a des financements possibles. Là, je dois avouer, il faut le dire tout de suite, qu'il n'y a pas à la date d'aujourd'hui de problème de financement. On l'a dit, le financement les obtient. Il y a la 7e, il y a l'ODE, et puis il y a surtout les fonds européens. Nous sommes même allés avec un dispositif qui avait été mis en place. Compte tenu de la sensibilité de l'importance de l'eau dans la vie des citoyens, on peut même aller jusqu'à 100% de certains investissements. 100%, tout simplement parce qu'on considère que l'eau est indispensable à la vie, tout simplement. Il y a une réflexion qui est menée pour une tarification sociale de l'eau. D'ailleurs, la loi prévoit aujourd'hui que même quand un usager, pour des raisons malfortunes X, même s'il ne paye pas sa facture, on n'a pas le droit de couper l'eau. Quelqu'un qui a un accident de parcours. Un accident de parcours pour toutes sortes de raisons. Là, il y a des dispositifs en place pour lui permettre de faire face à sa facture d'eau. On n'a pas le droit, légalement, de couper l'eau sur quelqu'un. Ni lui baisser la pression. Ni baisser la pression. Et Mme Yosso, justement... Sauf les gens qui sont solvables. Ça veut dire bien que les gens qui sont... Et qui économiquement, socialement, n'ont pas les moyens de payer. Mais on ne peut pas couper l'eau. On vous dire que c'est un bien commun. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Mme Yosso, parce que quand même, elle a mené un combat sur ce volet-là. Juste un petit élément de compréhension pour tous les téléspectateurs. Il y a plusieurs modes de gestion, effectivement. C'est ce que vient d'expliquer M. Paquet. Il y a plusieurs modes de gestion. Et c'est un choix politique. Alors, certains vont faire appel à des entreprises privées pour leur expertise, pour leur expérience du métier, puisque l'entreprise va venir avec un savoir-faire, une technicité, une technologie. Et puis d'autres vont préférer d'autres modèles qui existent. Il n'y a pas que la régie non plus. Et c'est un choix politique, une décision politique. Mais dans cette affaire-là, Yvon, c'est Bontier Cobb qui fait Imo sans tête. Nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé en 2009 à Seguino, quand on a eu la casse de Seguino. On ne va pas refaire toute la procédure. C'est Bontier Cobb qui fait Imo sans tête. Je me souviens qu'un bon matin, quand l'ancien directeur de la SME, alors que ce n'était pas de sa compétence, il a pris la décision de faire venir des tuyaux pour réalimenter la Martinique. Quand il a constaté que ces tuyaux ne pouvaient pas voyager dans la journée par avion, du simple motif, Paris disait, monsieur, on peut charger, mais Fort-de-France ne peut pas décharger. Vu le poids des tuyaux, l'appareil est en panne, donc on ne peut rien faire. Ils ont affrété un avion, Tupolev, 160 000 € à l'époque, pour ramener les tuyaux, tout le matériel avec le personnel, pour à cul de camion qui soit traîné de l'avion vers le camion pour le transporter là-bas. Il a fallu que nos associations, parce qu'avant tout, nous savons ça quoi créer un fiche salaire, nous savons ça quoi créer un dépense, nous savons ça quoi créer investissement. Il a fallu qu'on tape du pied lourdement pour que 2-3 ans après, que la SME soit remboursée. Soit remboursée. Oui, c'est lui qui fait des basses. Par qui? Par le PCI. Le PCI est en charge de ce truc. On a reconnu, on a réussi de nouveau ce même phénomène sur Galion. Et Magari dit, c'est Bontier Cobb qui fait mon sans tête. Toi, c'est plus simple pour toi, en même temps plus compliqué. C'est différent, disons. On y la main gauche, la main l'autre là. Bon, tandis qu'une entreprise qui a fait une prestation, qui a fait une dépense qui n'est pas de sa compétence, qui n'est pas remboursée, on s'interroge. C'est un dossier, tu comprendras que c'est un dossier sur lequel je ne souhaite pas intervenir. Non, c'est pas chez toi. Il s'agit de la relation entre le PCI et son fermier.
Donc, il serait malvenu de ma part de faire un commentaire. Toi, la différence qu'il y a, c'est que toi, tu es prestataire. Donc, tu es régie, prestataire. C'est toi qui reverses à la CACEM. Non, puisqu'on a... C'est toi qui collectes. On collecte, mais Chez le public. mais comme nous avons la délégation pour faire face aux investissements, l'achat d'infrastructures, les grands travaux, donc on ne reverse pas de fonds à la CACEM. Puisqu'on utilise cet argent-là, qui n'est même pas suffisant, comme je le disais, je l'indiquais tout à l'heure, pour faire face à toutes les dépenses liées dans une délégation de services publics. Ce que disait tout à l'heure M. Ponama, c'est l'EPCI, le délégataire, Mais ils vont. Excuse-moi de qui doit t'interrompre. réaliser et financer les gros travaux, les investissements. Excuse-moi de Là, t'interrompre. Oui. C'est selon bosser derrière ou pas t'arriver à le sang. Oui. Toi, ta recette, tes finances ne te permettent pas d'aller sur l'investissement si derrière la CACEM ne vient pas renforcer, si les autres ne parviennent pas à remplir le pot, on a chaos technique. Hein. Disons qu'on y, comme je disais tout à l'heure, Ça arrête pas. Hein. à la date d'aujourd'hui, pour être très correct, il n'y a pas de problème de financement. Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs de financement, notamment pour l'eau, je ne parle pas d'autres activités. Non, non, on est sur l'eau, que sur l'eau. Il n'y a pas... L'ODE finance beaucoup. L'ODE, l'Office de l'eau. Il y a beaucoup de fonds européens. La CTM également. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes de financement des investissements. Enfin, quand je dis investissement, c'est tout ce qui permet de financer les gros travaux, les réservoirs, etc. Il y a plutôt, de mon point de vue, un problème, c'est quand tu fais un investissement, comme je le répète souvent aux gens, quand on fait un investissement dans l'eau comme partout ailleurs, un investissement génère naturellement des charges de fonctionnement derrière. Donc Ça s'appelle le coût de l'eau. le coût de l'eau, l'exploitation, c'est-à-dire des tuyaux. Quand tu finances un réseau d'eau, tu achètes des tuyaux, tu poses des tuyaux, tu fais un réservoir. Mais après, tu auras une charge pour assurer la maintenance de ces équipements-là. Donc un investissement génère naturellement des charges de maintenance et d'exploitation. Mais l'autre difficulté qu'il y a, c'est quand on demande, c'est vrai pour l'eau, mais c'est vrai pour d'autres activités. Vous avez des fonds européens qui sont intéressants, la CTM. Mais on vous dit oui, mais il faut qu'il y ait l'apport personnel. Quand tu vas acheter une voiture, on te dit bon, il faut l'apport personnel. Et beaucoup de collectivités, dans l'eau comme dans d'autres activités, Non pas l'apport personnel. n'ont pas l'apport personnel. Même si c'est 5%, même si c'est 10%, ont des difficultés à réunir l'apport personnel. C'est pour cette raison que dans des situations extrêmement urgentes, il a été toléré que la subvention puisse aller jusqu'à 100%. Mais dans des situations très particulières, compte tenu de la nature de l'eau. Mais l'apport personnel, ce n'est pas seulement pour l'eau. Hein. C'est-à-dire que les fonds européens financent bien, mais il y a toujours 10%, 20%. Et quand tu as 20% d'un investissement de 20 millions, ça fait des sommes, mais les collectivités ne l'ont pas toujours. C'est un choix, hein. C'est un choix politique. Et en fait, l'intérêt d'avoir, par exemple, pour les collectivités, Espace Sud, Cap Nord, ce choix, c'est un choix de confiance. Hein. Ça lui confier à une entreprise un périmètre avec des actions à mener. C'est également s'appuyer sur son expertise. Et puis, il y a une chose qui est importante à noter, c'est que j'aime imager cela par le fait d'être le bras armé des collectivités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collectivité doit savoir pouvoir compter sur l'entreprise, sur son expérience concrète. Hein. Quand je parle d'une société qui a 45 ans d'existence, hein, elle a quand même vu des situations, elle a vécu des situations, hein, que ce soit des cyclones Dean, en cours des températures de 2009, comme mentionné tout à l'heure, ça forge une expérience concrète des aléas de nos pays. Et nos collectivités savent pouvoir s'appuyer sur nous faire confiance pour cela. C'est pour ça qu'on a pu être réactif, on a pu intervenir suite aux températures de 2009 quand il fallait faire venir des tuyaux en Tupolev. Alors, ce que je voulais ajouter pour les téléspectateurs, je pense que c'est une erreur d'opposer ces deux modes de gestion. Tout à fait. La manière de gérer, c'est parce que ce sont les objectifs. Oui. C'est quoi l'objectif? C'est ça. L'usager attend quoi? De l'eau attend au robinet. de l'eau de qualité, Et en quantité. régulièrement livrée à son robinet et à
un tarif qui soit accessible. C'est ça qu'il veut. Tout à fait. Autrement dit, et pour ce qui me concerne, je considère qu'il ne faut pas fustiger une entreprise privée. Tout ne peut pas fonctionner. Ce qui est important, c'est de séparer la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui décide politiquement, comme tu le disais tout à l'heure, et celui qui réalise. Ce n'est pas parce que je suis régi. Je suis régi, mais je peux solliciter une entreprise privée. Je constate que pour de tel domaine, elle a plusieurs contributions, je peux solliciter. Ce n'est pas interdit. Par contre, ce qui est important, c'est garder la maîtrise de la politique de l'eau. Et ce n'est pas impossible dans la DSP. La politique de l'eau, c'est quoi essentiellement? C'est les investissements, comme on dit, ou amener l'eau, etc., pour que les usagers aient de l'eau du 1er janvier au 31 décembre, de l'eau de qualité, à un prix accessible et tout simplement à livraison régulière à leur robinet. Donc je te dis, mais même d'ici, nous sommes régis, mais nous faisons travailler des entreprises privées, on ne fait pas tout nous-mêmes. Hein. Ce serait un contresens. Donc ce n'est pas parce qu'on est régi qu'on a quelque chose contre l'entreprise privée, mais pas du tout. Tu t'imagines qu'une économie pourrait fonctionner uniquement avec des entreprises publiques? Ça serait un non-sens. Donc il y a des grands groupes privés qui ont une compétence avérée en matière d'eau, le groupe Suez, Veolia, etc. Donc, une assiette financière qui permet... Une assiette financière, une expérience de plusieurs années, qui a une envergure internationale. Je ne vois pas pourquoi on devrait se priver de cette compétence-là. Mais par contre, ce qu'on souhaite garder, c'est la politique de l'eau. C'est quoi? En quelques mots, ce sont les choix d'investissement, comme tu disais tout à l'heure. C'est la politique de tarification. Quel prix pour que l'eau soit accessible à tous? Tarification sociale, c'est ça la politique de l'eau. Mais bon, tout faire nous-mêmes, ça serait un non-sens. Donc on travaille parfaitement en bonne intelligence avec des entreprises privées. D'ailleurs, sur Shellshare fait partie de la CACEM. Mais au-dessus, nous faisons travailler une entreprise privée, la SMDS. Oui. Voilà, on travaille avec eux. Demain, on peut travailler avec la SME. Il ne faut pas opposer. Ce sont des moyens. Ce qu'il faut véritablement expliquer aux gens, c'est quels sont les objectifs que l'on recherche. Il ne faut pas confondre l'outil et ce que l'outil permet de faire. Et donc, l'outil, dès qu'il est efficace, c'est bon, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc, il faut que les gens comprennent bien, quand on dit gestion publique, c'est pour les choix politiques. Il n'y a rien contre les entreprises privées, bien au contraire. Bien au contraire. Nous, ce qu'on revendique avec force, c'est toujours le même problème. C'est quelque chose que, personnellement, que j'ai connu, vécu, subi toute ma vie. Une prestation est faite. Il y avait une équipe. Heureusement, Dieu merci, les votants, les électeurs. On les a écartés, on les a éloignés. Ils sont toujours dans la politique qui dernier pour le casser et d'aller vers le moins 10 ans. Une entreprise a fait une prestation, elle a répondu, elle doit être payée, qu'on la paye. Et oui. C'est tout. Bon, maintenant, une entreprise a fait une prestation. Vous n'aviez pas les moyens financiers pour pouvoir faire cette prestation. Ne cherchez pas tous les trois boyaux pour ne pas payer. Pour ne pas payer. Oui. Mais ça, c'est vrai dans tout domaine. Oui, mais tout en c'est pas au Cassibi. Oui. Parce que actuellement, dans la nouvelle mode aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, quand on téléphone à différents services, les personnes ne décrochent pas le téléphone, ne répondent pas. Alors, je suppose que vous pouvez attraper Covid par téléphone. Si on va décrocher, c'est qu'on peut attraper Covid par téléphone. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec cette histoire de télétravail... autre problème. Autre problème. J'ai un contrôleur de travaux dans une collectivité qui fait son contrôle par télétravail. Moi, il m'a signalé monsieur au président. Vous pouvez contrôler le travail là par télétravail. C'est de nos sens. Ben oui, mais ça me fait penser que leur été sorti, premier bouc là qui fait ça, qui sortit ça au niveau gouvernemental, je me suis dit, comment il s'appelle encore, ce qui se passe, Bouga pas même mettre la main dans le chantier, parce que quoi que ce soit. Les Bouga dit, moi, fait le travail, moi, pas bétonnier, moi, fait entrer en télétravail. Il a fait le travail, hein. Donc, pour plus sérieux, on a l'eau, c'est un métier. Des deux côtés, vous embauchez. Tu as combien de salariés?
plus de 200 et quelques, 260. 240 salariés. Ce sont des enfants du pays de très grande performance. Si à la fin mois, vous n'êtes pas touché, ils ne peuvent pas toucher, vous avez des autres de la Guinée dans ce cas-là. Et l'autre chose, l'autre message, des fois, quand j'entends dans la rue, un malade est parti pour le pays pardonner, je ne connais pas un client qui soit venu gentiment vous voir pour dire, bon, je ne sais pas que ça m'a un problème là, pas ça va être loin. Et on n'a pas de satisfaction, ni vous, ni la SME. J'ai toujours pas de satisfaction. Bien sûr. Mais il y a une manière pour entrer en cas là pour parler. Ça m'est arrivé une fois de trouver une personne insultant l'employé. Quand je ne sais pas de prendre décision. En même temps, le directeur a descendu pour notre mignon et gentil. Jean de Mestre pour donner pays là. Adresser gentiment, tranquillement dans les différents services pour savoir comment peut-on régler un problème de facture sur lequel on a des difficultés. Tout le monde peine en difficulté. Bien sûr. Alors, pour continuer, un dispositif qui existe pour les gens qui sont socialement en difficulté, soit de manière permanente, soit de manière ponctuelle, c'est un dispositif qui s'appelle le FSL, le Fonds Social Logement, c'est-à-dire, et bien il y a aussi les CCAS dans les mairies, il y a les communautés d'action sociale, les centres communaux d'action sociale, et les gens qui sont vraiment en difficulté sociale, pas les mauvais payeurs, pas des gens qui ont mal géré, etc. Mais ça s'adresse au CCAS et il s'adresse à nous. Bien évidemment, l'opérateur audicier ne peut pas effacer, n'est-ce pas, une facture, on n'a pas le droit de faire ça. On peut étaler, d'ailleurs, tu peux donner des facilités de paiement, étaler, mais on ne peut pas comme ça effacer une dépense, ça serait illégal. Mais les CCAS, c'est bien un fonds spécial qui est abondé par les autres collectivités, CTM, etc., et qui permettent de venir en aide aux gens qui ont des difficultés passagères, n'est-ce pas, pour faire face à leurs factures d'eau. Ça, on le fait au quotidien. D'ailleurs, partout, les communes, parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose sans eau. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositions par la loi pour accompagner les personnes qui se retrouvent en difficulté. L'objectif, c'est l'accès à l'eau, c'est donner de l'eau à tout le monde. Et c'est pour ça que, justement, aujourd'hui, il y a une loi qui protège l'usager. La loi Brottes protège l'usager. Et c'est dans ce sens que M. Paquet disait, on ne peut pas venir fermer le branchement de quelqu'un pour un motif de non-paiement. Non. Il y a des conditions, il y a un texte qui protège l'usager. À côté de ça, les collectivités ont mis en place des dispositions pour aider. Alors, il y a effectivement, il y a le FSL, il y a même les chèques eau. Je prends l'exemple de Cap-Nord qui a mis en place sur son territoire des chèques eau. Et en fonction des conditions de l'usager, et ce n'est pas l'opérateur SME qui prend la décision, ni Cap-Nord, mais ce sont les CCAS, les personnes habilitées à cela, ils obtiennent des aides. Bon, il n'y a pas que ces dispositions-là. Nous essayons le plus possible d'accompagner les gens pour pouvoir aider à recouvrer les sommes impayées. Je ne vous mens pas, depuis déjà 2 ans, on a vraiment eu une explosion des impayés. Nous savons pourquoi. Les crises que nous venons de vivre sont suffisamment difficiles, ont fragilisé davantage les ménages, et c'est aussi là qu'il nous faut rivaliser d'intelligence pour accompagner au mieux les gens. Mais n'oublions pas que l'eau paye l'eau. La LEMA, la loi sur l'eau, dit que c'est l'eau qui paye l'eau. Donc ce sont justement ces paiements des usagers qui permettent de maintenir le service. Parce que s'il n'y a pas de paiement, de maintenir le service va se dégrader. Il faut éviter d'en arriver là. En Martinique, on a quand même, par rapport aux enjeux que nous avons beaucoup de monde. Et c'est un vrai défi. On ne peut pas comparer la Martinique à Paris. Paris, c'est totalement plat, tandis qu'en Martinique, il faut mettre des stations de pompage, c'est 2300 km de réseau, c'est Martinique-Miami, sur un petit territoire, pour pouvoir alimenter des populations. Donc, tous ces défis-là, ça a un coût. Et ce coût-là, c'est le service de l'eau qui supporte ce coût d'exploitation, ce coût du service. Donc, nous faisons au mieux. Il peut y avoir effectivement des situations
loupées, des situations non connues. Mais une fois que l'information parvient au service, nous avons des équipes dédiées qui vont accompagner l'usager, qui vont prendre contact avec les collectivités, qui vont être facilitatrices, ces équipes-là, pour permettre à l'usager d'être réinséré dans le système de l'eau. Je dis le système de l'eau, c'est-à-dire pouvoir supporter sa facture. En clair, si vous êtes DHS, il n'y a pas qu'à servir. Oh, Donc, on a intérêt à venir vous voir pour dire j'ai telle difficulté. Il faut que les gens se déplacent Oui. pour exprimer leurs difficultés. Je vous dis tout ça dans les mairies et même à notre niveau. Les habitudes culturelles font que, je parle de donner 2-3 chiffres. En Inde, par exemple, le besoin journalier en eau pour un habitant est de l'ordre de 20 litres. Ce sont les habitudes de vie, le niveau de développement de vie. En France, en moyenne, ça tourne autour de 120 litres l'hiver. Imagine à quel niveau on est en Martinique. En Martinique, la consommation moyenne d'un individu chaque jour, c'est 158 litres. Ah oui, 158 litres. Autrement dit, si la personne n'a pas passé 158 litres, elle met sa santé en danger. Et d'ailleurs, au niveau d'hygiène, ça peut poser problème. Tu sais, café chaud, qu'à doucher, etc. Donc, il faut, et ça représente à peu près 120 mètres cubes par an. Donc, il faut que chaque usager ait ce volume. S'il peut payer, il faut qu'il paye. Bien sûr, on ne va pas couper l'eau. Alors, les gens nous entendent. C'est pas parce qu'on dit qu'on ne va pas couper l'eau qu'il faut se dire, bon, on ne paye pas. Il y aura un drapeau, hein. Ah, il y aura un drapeau, c'est-à-dire que tu auras des frais, on va te poursuivre, etc. Bon. Mais je parle des gens qui sont socialement en difficulté. Il faut qu'on leur donne la possibilité, c'est la loi Botte, etc. Interdiction de couper l'eau, interdiction, n'est-ce pas, comme tu l'as dit, de réduire le débit. Mais à ce moment-là, on est obligé de poursuivre ceux qui sont solvables. Et ceux qui ne le sont pas, c'est des aides qui sont apportées par les unités dont c'est la mission, pas l'opérateur. C'est pas l'ASM d'ici de donner d'effacer des factures, etc. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il y a une urgence en Martinique. Alors, la réflexion a déjà été menée sous l'égide de l'OD avec les opérateurs, avec les collectivités. Il faut que nous mettions en place une tarification sociale de l'eau. Alors, les études ont été faites, ça a beaucoup avancé. Il y a encore quelques éléments à apporter, mais il faut mettre en place une tarification sociale. Ça a été fait dans d'autres territoires en France. Quand tu dis tarification sociale, est-ce que tu peux développer pour que... Il y a plusieurs. Soit on dit que le prix en fonction de la situation de la personne, on peut dire que le prix au mètre cube sera inférieur. On peut dire aussi qu'on peut donner un volume d'eau gratuitement aux gens, le minimum vital. Tu peux dire que quelqu'un ne peut pas vivre à moins de 150 litres par jour, tu lui dis, bon, les 150 premiers litres sont gratuits. Par contre, si vous allez au-delà, vous payez. Il y a plusieurs formules. L'objectif étant, je dis toujours, qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif par rapport aux moyens qu'on met derrière. L'objectif, il ne faut pas qu'une personne humaine vivant dans une communauté comme la nôtre ne puisse pas disposer tous les jours du volume qui a été estimé à 158 litres pour assurer à la fois sa santé et puis son hygiène. Et après, on va voir comment aider cette personne si elle a besoin d'une aide pour accéder à ce volume d'eau indispensable tout simplement à l'hygiène et à la santé. Oui. Alors, j'aimerais quand même également avoir un discours un peu d'espoir pour nos téléspectateurs, puisque 2020 a été un traumatisme. On a entendu le cri des usagers qui sont restés sans eau, mais les collectivités ne sont pas restées inactives, puisqu'avec l'aide des opérateurs, nous avons pu quand même mener de beaux chantiers. Je peux prendre quelques exemples. On a vu que la STM a réalisé la réparation de Séguino. Donc c'est une première étape. Ce n'est pas suffisant, il en reste encore 2. Cap Nord a déjà mené ses études sur le Galion. Nous avons également des renouvellements de canalisation qui sont programmés. Nous avons vu que l'Espace Sud, par exemple, a fait poser sur 2021, a mis en service 6 surpresseurs. Alors, c'est Petit-Bourg, c'est Courbaril, c'est Font-Maçon, c'est Touraille, Sans-Pareil, et puis l'accélérateur de Vatable. Donc tout ça, c'est pour aider à mieux alimenter les usagers, notamment ceux qui sont sur les points hauts. Ce sont ceux qui étaient les plus impactés lors des pénuries. Et puis, on a également les opérateurs qui, eux, ont dû faire face à beaucoup plus de casses et de fuites, que ce soit chez Odyssey, que ce soit au niveau de la SME. Nous, on a compté 6000 fuites
c'est des niveaux de réparation qu'on n'avait jamais atteints. Donc, ça nous a permis également de développer une autre technologie qui est le gaz traceur pour mieux identifier les fuites. Donc, c'est quoi? C'est plus 29% de réparation sur Espace Sud et plus 71% sur Cap Nord. Donc, ça veut dire que depuis 2020, de concert, il y a une meilleure coordination, une meilleure collaboration entre les EPCI et les opérateurs pour tenter de minimiser les impacts sur la population. Tout n'est pas parfait, mais nous y travaillons. Et en tout cas, nous restons en conseil et en accompagnement aux collectivités. C'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'il serait bon de faire, alors on parle de... Dès qu'il y a un problème en Martinique, le premier réflexe, c'est de créer une structure. Et voilà. Alors que parfois, on peut apporter des réponses très simples. Une réponse très simple aujourd'hui. Tu as proposé ta solution, c'est une réponse simple. Hein? Prenez l'eau à ce gendarme et envoyez, etc. Mais réponse simple, c'est quoi? Il y a 3 communautés d'agglo, Espace Sud, Kassem, Cap Nord. Et bien, on peut se mettre ensemble pour remailler les réseaux. Oui. On sait que toute l'eau vient du Nord. C'est déjà une bonne chose, je dis que la réparation de ces guineaux nous permettra de disposer de davantage d'eau. Mais pourquoi ça a duré trop longtemps? On ne va pas revenir sur ce sujet. Bon, si la réparation avait été faite beaucoup plus tôt... Ça a coûté cher politiquement. Hein. Voilà. Mais on peut faire par des choses simples. D'ailleurs, il y a une idée qu'on a lancée qui est en cours. Je vais te citer l'exemple. Quand je dis ça aux gens, les gens disent, mais c'est pas possible. Chelcher fait partie de la CASEM. Casse-Pilote, Cap Nord. Il y a de l'eau qui arrive dans un quartier de Casse-Pilote qui s'appelle Citronnelle. C'est à moins de 2-3 km de Chelcher. Il suffit de poser des tuyaux pour faire arriver l'eau. L'eau, pour alimenter Chelcher, ça sort de Saint-Joseph, ça traverse la montée. Alors qu'on pourrait poser un tuyau, ça suppose quoi? Une concertation entre CASEM et puis Cap Nord. Oui. On dit c'est pas pour nous donner l'eau, on achète l'eau. Donc il y a des petites choses comme ça s'appelle le maillage des réseaux. Et pour faire un maillage des réseaux, il suffit que les 3 opérateurs, pas les 3 opérateurs, les 3 EPCI. Les 3 EPCI se mettent d'accord pour dire voilà, on va mettre un tuyau ici. Ça peut se faire sans simplement se lancer dans des choses extrêmement compliquées. Ça peut se faire simplement. C'est le partage de la ressource. Je me permets de dire encore aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas un problème de ressources. Non. Nous avons un problème de réseau pour faire en sorte qu'en tout point de la Martinique, l'eau arrive de manière régulière avec une bonne qualité accessible. Il n'y a pas de problème de ressources. Même pendant, des spécialistes me le disent, même pendant la période de sécheresse, si le réseau était mieux maillé, on serait tranquille. On serait tranquille comme ça se passait à l'époque. Hein. Il y a suffisamment d'eau. Je veux dire, il y a 1 milliard de mètres cubes d'eau. C'est vrai qu'on a commencé par cela. Il y a 1 milliard de mètres cubes d'eau qui tombe sur la Martinique chaque année. 41 millions, on consomme 41 millions. Oui. 41 millions. Ah, bien évidemment, en dehors des problèmes de stockage. Par cette eau-là, toi, tu le dis très souvent, même en période de sécheresse, il y a de l'eau de la rivière à la capote. Oui, toujours. Il y a toujours de l'eau. Toujours de l'eau. Il y a plein de rivières de l'eau, il y a toujours de l'eau. Donc c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'on a souffert en 2020 et on peut encore souffrir aujourd'hui. Je dis que la réponse pragmatique simple, avant toute autre chose, c'est que les 3 communautés d'agglo, ce qui se fait d'ailleurs déjà, les 3 communautés d'agglo se concertent aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que les travaux sont lancés pour les Casse-Pilote à Chelcher. Mais ça aurait pu se faire bien avant. Bien avant, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas des kilomètres de tuyaux. Et pareil, ces guineaux auraient pu être réparés. Bref, en maillant bien les réseaux, on devrait... Pour vous soulager tous les deux, c'est que lui, Font Saint-Jacques, ça n'a pas tardé à démarrer. Tout à fait. Oui. Ça n'a pas tardé à démarrer pour que le 800 puisse fonctionner à Font Saint-Jacques. Or, c'est quelque chose qu'on ne peut faire lors de la réparation de la route. Pour des raisons que je ne vais pas vous remettre à l'antenne là. Tout à fait. Sauf si l'individu vient en face de moi, plutôt d'être à l'antenne le dimanche, quand lavé moi, qui vient ici, qui a le courage de venir ici, et là, on lui fait la démonstration et on lui pose la question pourquoi il n'a pas fait passer le 800, au moins on faisait la réparation de la route. De la route. Bon, maintenant, c'est réglé, ce chantier, il sera lancé. Maintenant, si les travaux avancent rapidement, vous aurez assez rapidement de l'eau au réservoir de Trinité. Alors, je mets un bémol quand même. Cela suppose que l'opérateur en charge de l'usine
sont en capacité de produire de façon optimale. Alors là Ce n'est encore, pas toujours le cas. il y a un deuxième volet, c'est que ça aussi, ça a été pris à bras le corps, pour des raisons X que je ne mettrai pas à l'antenne là. Ni des gens qui sont en charge de ça, ils n'ont pas fait ça qu'il faut. Maintenant, ceux qui sont en charge de la CTM font le maximum pour que cette eau-là puisse sortir. Et pour qu'on ait le maximum de production. Ouais. Maintenant, les autres PCI, c'est pourquoi nous insistons que l'argent venant de la CTM allant à des directions de PCI soit fléché haut. Oui. Parce que nous ne pouvons pas travailler dans des bagages ici, hein, sauf si ces personnes sont en face de nous. Mais nous ne comprenons pas qu'il y a autant d'argent de mis sur l'eau et puis qu'il n'y a pas de l'autre côté. Ça s'envole pour de nous régler un jour. Mais comme la Martinique, de toute façon, tôt ou tard, d'ici 2040, nous pouvons apporter des solutions en laissant et différents partenaires nous pouvons chercher des solutions parce que là, justement, nous pouvons pire qu'il y a présent. Alors, j'ai vu ce rapport d'une chercheuse, un professeur de... Oui, bien. Madame Virginie Duva-Magnan. Effectivement, qui dit qu'en 2040, alors ça c'est un problème qui dépasse l'alimentation d'eau potable. C'est la montée des eaux. Oui, c'est... Et puis, comme toutes nos communes sont côtières, elle parle de la montée des eaux, elle dit une partie, et tout bien dans son rapport, elle dit une bonne partie des îles de la Caraïbe risque de disparaître. C'est ça qui est dans le rapport. Hein. Oui. Compte tenu de la montée des eaux et de la situation de certaines îles par rapport à la mer, la fonte de la banquise, etc. C'est un problème beaucoup plus général. Alors bien évidemment, nos communes qui sont côtières, il y en a beaucoup qui... On parlait des inondations, la montée par exemple, à Fort-de-France. Le centre-ville de Fort-de-France, c'est en dessous du niveau de la mer. Oui, enfin, au niveau de la mer. Donc toutes ces communes côtières sont fortement impactées. On voit déjà l'érosion au niveau des traits de côte. Donc c'est un peu, en 2040, je trouve que c'est très près. Hein. Mais en fait, ils ont revu, parce qu'ils étaient plus ça me paraît proche. Je pense que c'est un peu pessimiste. Non, ils étaient plus loin. Oui. Et ils ont revu, parce qu'il y a des phénomènes qui se passent là actuellement, et on l'a vu dernièrement du côté de la Polynésie, il y a des îles qui flottent. Il y a des îles qui ont disparu. Qui commençaient. Là. Quand on regarde dans la télé, c'est pas chez l'autre seulement, ça a fait qu'à nous. Quand on regarde tout ce qui est au niveau, heureusement que et puis Pierre Davidas, nous te goûtons contre Baïta là, parce que l'ONF voulait impérativement nous imposer les forêts à l'européenne. Quand on voit comment ça se passe actuellement dans les feux de forêt en France, sur l'Hexagone, ça donne froid dans l'eau. Hein. Ah ouais. Ça donne froid dans le dos. Bon, sur ces pieds bois là, il y en a l'autre qui ont des petits pois. Et bien là, ils prient. Hein. Bon, maintenant, j'avais vu à Cuba, ça m'avait interpellé, j'avais posé la question. Les gars, ils ont planté des surfaces et des surfaces de zikak. Ah. Alors, on posait la question. Ça a pratiquement disparu chez nous, là. Ah oui, nous quittions ça brutalement. Et j'avais posé la question, il me faisait remarquer quand le pied bois a brûlé, il dégage un gaz qui éteint le feu. Ah. Or, en termes d'arbres, il faut qu'on replante il faut replanter nos mangroves, il faut reboiser massivement la Martinique. Il y a un pied bois qui disparaît, Moubin. Oui, on a pris le Moubin, oui. Qui était une grosse fonction, il boit la rivière. Donc, on a été trop loin dans la bêtise, maintenant il faut corriger le tir. Tout à fait. Il faut corriger le tir, il faut qu'on fasse, parce que on avait fait venir Josel ici, Jean Josel. Enfin, il y a 15-20 ans de ça, il y a beaucoup fou. Aujourd'hui, on se l'arrache à l'international. Il a connu les ICAC. Bien entendu. Il y avait plein de ICAC. T'es une des modèles. Bien entendu. Tu sais, on parlait de l'eau. Le long de la rivière Blanche, là. Oui. Il y avait plein de ICAC. La rivière Blanche, pour des captages, là. Oui. Les ICAC, et puis beaucoup de sangsues aussi. Les sangsues qui étaient utilisées à l'époque pour aspirer le sang. Sans côté qui était sensible. En pleine montagne, là. Arrêtez ça, ça n'y a-t-il lac, là. On parlait de la protection des écosystèmes. Eh bien, ça a disparu. Ça a disparu. Donc, le long de Saint-Joseph, là, près de la rivière Ponche-Capelle, il y avait un petit brin Zicac.
Zikak, Sansu, il y avait Lapia. Oui, les Lapiens, oui. Ah oui, les rivières étaient très riches. Hein. Regardez, prenons l'exemple de l'Alma, le pont de l'Alma. Il a fait des tchèques là. Oui, encore, ouais. Regardez, tout ça va disparaître. Donc il faut qu'on puisse faire revivre tout ce milieu naturel. Et nous n'arrêtons pas d'interpeller les pêcheurs pour leur dire, les affaires qui sont là, titiria, arrêtez ça. C'est des tonnes et des tonnes de poissons que nous avons perdu le matin. Ah, les petits poissons qui pêchent à tout haut. Oui, titiri, ce sont des alvins de poissons. Il a monté dans la rivière, c'est après il a descendu quand on Mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, oui. Bon, il y avait tout un fonctionnement qui se faisait. Nous sommes dans un milieu tropical. Respectons-le, protégeons-le. Donc, si certains auditeurs, si on peut ouvrir le téléphone, si certaines personnes peuvent nous témoigner sur cette histoire de bassin, mon comportement qu'on a vécu, là, par exemple, mettons le jeudi, là, c'est Madame Lateka, les Bocanal Dig, là, elle fait des lessives. Et que nous avons fait aussi, on est descendu ces deux-là. Tu n'as pas connu ça, ça de l'eau. Non, pas vraiment. Tu vois. Et on ne peut pas connaître ça qu'on bat de l'eau, la bonne, la fontaine. Non. Tu as bon un petit coup de seau en galva, là, tu as été tranquille. Ah ouais. Tu as été tranquille. En fait, il y a eu une grosse évolution dans l'eau. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, tenir compte des réalités, et puis ce qu'il faut, que le politique puisse faire ce qu'il y a à faire, puisque c'est lui qui gère la question de l'eau ici. Tout à fait. C'est pas l'ADL, c'est pas personne, c'est un bon politique martiniquais. Alors, pour apporter une note un peu optimiste, plus optimiste, l'histoire de l'eau chez nous est très récente. Oui. Je parle de Fort-de-France, que je connais mieux, de la maintenant. Jusqu'au milieu des années 60, beaucoup de quartiers de Fort-de-France n'étaient pas alimentés en eau. Il n'y avait pas de réseau d'eau. Je dis milieu des années 60. À plein de quartiers, comme tu dis, on allait chercher de l'eau, les gens allaient chercher de l'eau avec leur seau à des fontaines publiques. Oui. Mais les gens n'avaient pas d'eau chez eux. Ou à la queue du camion pompier. Ou à la queue du camion pompier, mais l'électricité pareil. Donc, entre 60, fin des années 60, etc. Donc, c'est très récent. C'est récent, tout à fait. Il n'y avait pas, dans le sud, dans toutes les campagnes du sud de Vauclin, pareil, il n'y avait pas d'eau. C'était les gens à la source, avec des mares, des retenues collinaires. Mais donc, c'est très récent chez nous. C'est Jean-Joseph qui a fait venir l'eau dans le sud. Mais dans toutes les communes du sud que j'ai bien connues, puisque on a la vacances au Vauclin, il n'y avait pas de réseau d'eau. Tu parles du Vauclin. Nous avons fait des tchèques, couler d'eau. Mais oui. C'est mon père qui a démonté l'usine de couler d'eau pour amener en Guadeloupe. La région Pacma, il y avait plein d'eau là-dedans. C'est plein d'eau là. Alors qu'il est tout ça bien sec. Donc, il faut quand même regarder l'avenir avec pessimisme, mais agir de manière optimiste. Et considérer qu'il y a eu beaucoup de progrès de réaliser au cours de ces 30 dernières années en matière de quota. Beaucoup de progrès, il ne faut pas cracher sur ça. Beaucoup de progrès. Et comme tu dis, il faut continuer à progresser. Il y a encore à faire, mais on a quand même beaucoup fait au cours des 30 dernières années en matière d'eau potable. Et le docteur Ali, qui est décédé par son âme, il le disait très souvent. Les gens mouraient en raison de la mauvaise qualité de l'eau, le crise de choléra, de ceci. Dans les années 50. On mourait. Donc il y a eu beaucoup, à l'échelle humaine, c'est tout récent, tous ces progrès-là. Et nous sommes en 2022, l'eau, quel que soit l'opérateur, l'eau qui est livrée dans les robinets, c'est de l'eau qui respecte toutes les règles en matière de potabilité. Tout à fait. C'est contrôlé, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé. C'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Et il a fallu de lourds combats pour faire respecter toutes ces choses-là, pour qu'on puisse avancer. Bon, ni des gens qui persuadés qu'ils vont, et puis moi, nous, chaque année, avec ma poche, nous. Mais oui, mais on peut discuter avec véhémence. On connaît le cas encore beaucoup à faire, mais comme je suis un peu plus âgé que toi, j'ai connu cette période où il n'y avait pas de réseau d'eau à Fort-de-France. Tu allais avec ton seau, et mon te cagoumé ou café laitier, tu as tu vois. Et dans l'histoire de l'assainissement, c'est encore pire. Tinet. Tinet, c'est même dans les années 70, c'était des Tinet au centre-ville de Fort-de-France. C'est pas il y a 50 ans, c'est pas il y a 60 ans. C'est des camions gris-marron là qui passaient. Donc, il y a eu énormément de progrès. Il faut rendre hommage aux élus qui ont géré ces choses-là avant nous.
C'est ça. qui ont fait de bonnes choses. C'est à nous de De faire en poursuivre. sorte que demain, les générations de demain puissent nous rendre hommage. Donc c'est à nous de travailler aujourd'hui. Donc on a l'avenir avec... il faut être pessimiste, je disais, dans les prévisions, mais résolument optimiste dans l'action. Non, il faut agir, parce que... Et là, on a fait le tour. Il y a des choses à faire, mais c'est à nous de le faire, à nous de convaincre les élus pour prendre les bonnes décisions et d'être pragmatiques. Pragmatique, c'est ça. Il y a un problème, il faut aller le plus rapidement à la solution que les gens attendent. Et je te dis, la politique de l'eau, c'est une phrase, hein. Fournir à chaque usager de l'eau de bonne qualité, de manière régulière et à des conditions tarifaires accessibles. C'est tout. Alors justement, dans cette question d'eau, dans cette notion d'eau et autres, là actuellement il y a un congrès pour adapter certains textes par rapport à la réalité locale. Oui. Et nous avons la possibilité, quand je dis nous, les élus, en charge de cette affaire-là, au niveau des débats, de sérieusement poser le problème pour qu'on puisse déjà, avoir une entité qui s'occupe de toute la ressource. D'éviter que l'on se fasse écraser en nous indiquant la seule solution, puisque j'ai vu ça tout dernièrement, la seule et unique solution, ce sont les fourrages. Ce qui est archi faux. Ah, ça c'est archi faux. C'est archi faux. Maintenant, il y a un autre problème qu'il faut que nous réglons à propos de l'eau, et c'est ça dans ton domaine de compétence en tant que PCI, c'est la question des terres qui produisaient agricolement et qui ont été classées, boisées classées. Les terres en friche. Qui était en friche, oui. Il faut qu'on fasse le nécessaire et qu'on fasse le ménage autour de cette affaire. Et tant que nous n'avons pas compris qu'il faut se mettre l'un en face de l'autre, pas l'un à côté de l'autre, l'un en face de l'autre, discuter, pas regarder niveau diplôme ceci, niveau diplôme cela, dit il y a un problème là, ça ne quoi faire. Parce que l'intérêt vient de Camari Befli en côté, il savent à qui il est pour y tirer là. Il savent pour qui il ne faut pas imiter, là, autrement il ne peut pas arrêter bœuf. Donc c'est pourquoi nous disons, au niveau, parce que tu es plus proche des EPCI que Pounama, ça ne lui interdit pas de donner son point de vue. Bien sûr. De dire que, bon, d'expérience, voilà ce que nous constatons, que pensez-vous faire? Alors, je vais vous rassurer, c'est ce que nous faisons. Nous conseillons les EPCI, nous conseillons de cadre des rapports, de cadre de rapports spécifiques ou pas, à savoir sur les études, sur les idées, des projets également. Donc, de toute façon, elle s'appuie aussi sur notre expertise. Donc, ce rôle-là, il fait partie de ce qu'on sait faire, c'est conseiller, toujours mieux conseiller. Et je vais profiter également de ce moment pour dire qu'il y a un autre sujet aussi, c'est la question du rendement de réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parvienne à avoir de bons rendements de réseau aussi sur Martinique. C'est quoi? C'est l'eau perdue dans les tuyaux entre le point de livraison, c'est-à-dire chez l'usager, et puis le point où on a produit l'eau. Donc, c'est cette eau qui part, que ce soit dans des fuites liées à la vétusté et tout. Il faut effectivement qu'on puisse avoir des plans ambitieux pour les renouveler au fil du temps. Pas tout de coup, on ne pourra pas. C'est pas possible. Ce sont des travaux pharaoniques, quoi. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette ambition de la part de la Martinique, puisqu'on a des rendements qui sont différents de territoire à l'autre. Et il faut qu'on parvienne à les harmoniser. Et nous sommes rendus compte que si on parvenait à améliorer les rendements de réseau de la Martinique, c'est quasiment l'équivalent d'une usine, voire 2 usines qu'on pourrait faire, quoi. Donc il y a plein d'actions à mener et il faut une volonté, une force pour pouvoir impulser tous ces projets. Bien entendu, des fonds, mais les fonds, ils existent. Donc pendant qu'ils sont là, les fonds, il faut aller les chercher pour lancer tous ces projets-là. Je reste optimiste sur l'avenir, puisque les grands hommes qui ont été cités, c'était des hommes qui avaient effectivement une vision. Le docteur Ali qui avait une vision, Aimé Césaire également, pour la population, ce souci de l'homme. Et puis, je pense aussi à Jean-Joseph qui a eu cette vision sur le CDI SIXM qui n'existe plus, mais qui a permis aux communes du Sud de s'organiser et se répartir les charges pour avoir de l'eau. Parce que si ce n'était pas le cas,
on aurait encore eu des inégalités au niveau des communes du Sud. Et tout ce qu'il dit, Pounama, ça se termine par quoi? Des appels d'offres, du travail pour des entreprises. Et on parlait de congrès. Nous pensons que là, le moment est venu pour que nos élus puissent clairement dire ce qu'ils veulent pour la commande publique. La commande publique. Parce que que se passe-t-il? Il y a des sommes énormes. La situation s'est aggravée avec cette histoire de Covid. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Même celles qui arrivent, franchement créées, beaucoup d'argent. Pour pouvoir se missionner, il faut être à jour de la Sécu et des impôts. Autrement, pas de boulot. Or, ça fait des années que nous parlons de ce dysfonctionnement, de cette situation sociale et économique. Nous demandons avec insistance à nos élus profiter de ce congrès pour permettre l'accès au marché et le prélèvement à la source. En clair, ça veut dire quoi? La structure Odyssey ou Kassem a une opération pour tracer 2, 3, 4 km de tuyaux. Une entreprise, qu'elle soit seule ou en groupe, ils n'ont pas les moyens financiers. Ils n'ont pas les attestations. Ça veut dire qu'on prend un accord avec la sécurité sociale et les impôts pour lui permettre de faire la prestation. Et pendant qu'il fait la prestation, on relève directement dans le PCI, enfin dans l'organisme public. Et ça, c'est possible. C'est une question de courage politique. Et si on ne fait pas ça, on se pose la question, pour qui nous avons autant stock l'argent là, pour nous autant stock projet et qui va circuler. Alors, de ce que je sais, c'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin, mais les cotisations sociales des petites entreprises font l'objet, on leur donne quand même des délais assez longs pour se mettre à jour. C'est-à-dire qu'on a encore des délais. Pour la part ouvrière, c'est impossible. Parce que quand tu travailles, il y a la part patronale et puis il y a la part ouvrière. La sécurité sociale accorde des délais de paiement assez longs pour la part patronale. Mais comme la part ouvrière, c'est l'argent de l'ouvrier, du salarié, elle ne peut pas te donner des délais. Donc, voilà, donc c'est uniquement la part patronale. Mais c'est là où justement. Pour la part ouvrière, c'est quand même compliqué. Justement, ça a été toute ma vie, même c'est Bougaret dans le Baïda. Ils vont, je t'ai fait une prestation. Tu ne m'as pas payé, comment je paye l'ouvrier? C'est aussi simple. Tu ne m'as pas payé. Et pire, c'est que je t'ai fait une prestation pour 2020. Donc, j'ai une créance chez toi. Donc, je ne peux pas payer ma dette fiscale et sociale. Et tu lances une opération en 2022 et 2023. Je ne peux pas soumissionner. Or, tu me dois de l'argent. Et c'est ça qu'il faut qu'on réforme. Et dans la deuxième partie de cette réforme, il faut que l'agent en charge justement de faire ces paiements-là fasse réellement les paiements. Parce que si on nie l'agent ou fait salaire-là, tu as raison, juridiquement parlant, il faut qu'on puisse verser cette quote-part qu'on a prélevée. Qui appartient à l'ouvrier. Qu'on a prélevée. Mais qu'on peut. La plus jolie fille ne donne que ce qu'elle a. On va payer moins. Et quand nous allons, moi je fais Goladier personnellement. On fait Goladier personnellement. Ah non, service impôt, service et machin, services fiscaux. Et services fiscaux, services et sécurité sociale. Puis mais monsieur, qui sert de moi? Qui ça me fait? Non, mais tu sais comment ça se passe financièrement. Tu as une entreprise, tu travailles pour moi. Je ne peux pas encore te payer, mais tu apportes la preuve que tu as une créance sur moi. La banque peut te prêter sur la base de cette créance. La banque peut te substituer à toi. Elle peut se substituer à toi. Tu te donnes l'argent et dit c'est maintenant moi je ne te dois pas, mais je dois à la banque. Ah bien le dit c'est pas pour rien, c'est pas gratuit. Mais tu peux introduire ce coût supplémentaire de ta prestation. Oui. C'est-à-dire c'est le métier du banquier. Alors là, on oublie ça. Alors, sans t'interrompre. On oublie ça. Mais ça s'appelle encore l'escompte. C'est-à-dire. Ça s'appelle la loi d'Aï. La loi d'Aï. Et c'était Étienne Dailly, un sénateur. Oui. Alors,
Étienne Dailly avait renforcé le dispositif. Étienne Dailly, c'est un sénateur qui avait, dans ce même objectif, qui permet aux petites entreprises d'escompter dans des conditions plus favorables que l'escompte traditionnel. Mais l'escompte a toujours existé. Quand tu vas à la banque, tu dis à la banque, écoutez, j'ai fait ça, j'ai une créance sur Ponama, il ne m'a pas encore payé, bon, donnez-moi l'argent pour le payer. L'escompte, ça, c'est traditionnel, ça fait partie du métier du banquier. Et Dailly, Étienne Dailly, sénateur, avait facilité ça en donnant des conditions un peu plus favorables. Mais ça a un coût. Oui, Ça a un c'est coût. normal. Et ce qu'il faut mettre en place, c'est financer ça. C'est-à-dire que quand une collectivité, même une collectivité d'entreprise publique, je te dis tout à l'heure, on a du mal à apporter ce qu'on appelle L'apport personnel. 20%. Bon, on devrait pouvoir financer l'apport personnel. On devrait également pouvoir financer ces arguments, on fait les frais bancaires. C'est-à-dire que tu as un projet qui coûte 1000, tu sais que tu seras obligé d'escompter, etc. Ça va faire 200, on devrait financer 1200. Tu vois. À mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, parce que ça serait très difficile de dire, par exemple, à la Sécu n'est pas une banque. Ce qu'on demande à la Sécu, c'est faire un travail de banquier. Tu vois ce que je veux dire? Or, nous, entreprises, nous servons de banquier aux donneurs d'ordre. Or, c'est là, c'est grave. Pour danser un tango, il faut être deux. Tu as dit un truc très important là. C'est nous qui avons fait banquier au niveau du collectif. Il faut que ça s'arrête dans ce pays. Maintenant, lorsque nous soumissionnons, il y a un monsieur qui est spécialiste en bagaille là, qui donne pour qui a cassé, qui va sur le moins 10 ans. Là, nous avons écouté, c'est un monsieur qui a un doctorat en mensonge. Une prestation qui vaut 1000, il a échangé manière pour faire à 650. Ça, c'est pas. Quoi tu dis, ça c'est. C'est tout. Or, combien d'entreprises c'est monsieur tué? Bon type d'entreprise. Et c'est pourquoi nous disons, faisons très attention. Le moment est venu de mettre sur la table ce vrai débat pour nous savoir qui c'est moi de nous faire. Et mon cas rapide pour conclure, pour danser en tango, il faudra deux. Je retiens quelque chose et je me permets de revenir dessus parce que c'est extrêmement important. Tu as dit un truc. Aujourd'hui, c'est beaucoup de petites entreprises qui financent le système. C'est tout. Nous sommes les banquiers des collectivités. C'est pas normal. Si on doit te payer à 30 jours, si on doit te payer à 30 jours et quand tu attends 6 mois, tu toujours le banquier, c'est pas ton rôle, tu vas couler. Tout à fait. En tout cas, la Martinique dispose d'une belle entreprise de 45 ans d'expérience. Et il est important qu'elle puisse subsister, puis qu'elle puisse avoir une bonne santé financière. Une entreprise qui n'a pas une bonne santé financière, elle est vouée à disparaître. Et il faut penser à cela aussi. Donc, je suis très sensible à ce qu'a dit M. Grabé. Et moi, je le dis souvent, parce que je suis également élu de collectivité. Ne mettez pas les petites entreprises en situation de financer l'économie, ce n'est pas leur rôle. Non. Tu as le gosse, je n'avais pas cité de nom là. Il y a des collectivités qui sont pratiquement à 1 an. Comment veux-tu qu'une petite entreprise résiste à ça? Et pas cité de nom, 1 an. Alors tu es boulanger, tu vends du pain, puis quand tu as dans 1 an, tu meurs. Je vais un exemple simple. L'entreprise qui fait lycée chez c'est pas tant qu'une entreprise. C'est une plusieurs, oui. Non, plus. Le gros principal là. Là, il fait ça, il coulait. Ah bon? Ah ben oui. Il roulait. Parce que c'est monsieur qui a fait confiture là. Il n'a pas les payer. Il a géré un père de famille. Bon, tout ça fini, tout ça passé. Mais c'est ce que nous disons à l'actuelle majorité. Maintenant que ce congrès est mis sur la table, nous, associations, nous préparons des batailles pour que nous fassions cesser ça, pour permettre aux entreprises de travailler. Parce que quand on regarde la couche économique, comme entreprise qu'on a essayé de Congo Guinée, pas ni fait, Le tissu économique de la Martinique, ce sont des petites et moyennes entreprises. Très souvent, des toutes petites entreprises. Et j'irai même plus loin. Il y a un principe dans la fonction publique, l'État, c'est on ne paye que le service fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses le truc et quand tu as fini, on te paye en plus, on prend du retard. On devrait même aller permettre des avances. C'est-à-dire que tu payes avant le service. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites entreprises qui ne peuvent pas apporter. Pour apporter la trésorerie, pour commencer le chantier, elles sont auprès de la banque, ça fait des frais. Donc on devrait même aller, mais pas seulement à supprimer. La loi le permet. Mais entre le moment où il y a avance et
Et puis, le moment où on signe avance là, et puis, ici, vous voyez, ou quand passer des coups de pied sur les bâtiments, ils ont fini. Mais c'est pas bon. D'où le problème de dysfonctionnement. Il faut qu'on corrige. Donc il y a un problème de financement. C'est tout. Alors c'est un problème du financement, l'eau. Il y a un problème de financement des entreprises de chez nous qui sont des TPE, des très petites entreprises et qui n'ont pas la trésorerie, qui ne peuvent pas avancer des fonds sur des chantiers même moyens. Donc ça c'est très important. Et c'est pas, on ne doit pas demander à des petites entreprises, des petites structures, même à des moins petites, à des moyennes, de financer l'économie. Tout à fait. Dans l'économie, c'est les banques qui sont... La mission des banques de financer l'économie. Donc la banque de finance, elle prend son non pas ordonné, alors qu'on arrive à la banque là. Vous regardez les bords, et puis on va discuter habilement, et puis on va découvrir que mon là qui est une prestation, et puis là, c'est lui qui a financé. Et il sait la situation. Ou qu'à coquille. Donc il faut... Et si vous voulez bien connaître l'information, là, surtout le en boîte de nuit et puis à trop. Et en même temps, les banques, comme nos entreprises, ont la contrainte également de s'équilibrer financièrement. Tout à fait. La banque va te dire, écoutez, l'argent de mes déposants, je dois le gérer de manière... En bon père de famille. Alors, si j'accorde comme ça des prêts et qu'on ne me rembourse pas, eh ben, qu'est-ce que je dis à mes déposants? Donc, il faut régler le problème définitivement. Voilà, il faut trouver une formule pour que les petites entreprises, martiniquaises notamment, fonctionnent financièrement. Ne soient pas les financiers de l'économie. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir porté sur ces éléments qui vont éclairer la population, tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire avancer ce pays. Et comme on a toujours dit, nous avons toujours agi pour une Martinique autrement. En tout cas, merci encore. Et puis, si vous avez une conclusion à faire. Et c'est à moi de te remercier. Ce que je trouve intéressant dans l'émission d'aujourd'hui, il faut garder quand même cette méthode. Il ne faut pas seulement se réunir quand il y a un problème. Il faut le faire, n'est-ce pas, de manière très calme, etc., pour aborder les problèmes. Exact. Et quand on le fait, quand il y a pression, etc., il y a l'émotion, il y a les critiques, il y a les contraintes. Donc c'est une très bonne chose de multiplier ces émissions sur une problématique majeure qui est celle de l'eau potable, comme je disais, qui conditionne la santé et l'hygiène. Il faut faire ça de manière courtoise, sans pression, et le faire sans qu'il y ait des problèmes de sécheresse et de panne et de... Tout à fait. Et je te remercie de faire de l'anticipation. Voilà. On l'a toujours fait pour une Martinique autrement. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci effectivement pour cette invitation qui nous permet de parler, de faire passer quelques messages aux téléspectateurs et de faire savoir surtout que nous sommes là au quotidien, à leur service. L'eau, c'est la vie. C'est notre slogan d'ailleurs. Et nous y croyons. Et que nous serons encore là, aux côtés des collectivités, pour leur apporter toute notre expertise, notre savoir-faire. Et ces 240 Martiniquais, foyers martiniquais, qui sont là pour répondre aux urgences, aux besoins, aux attentes 24 heures sur 24. Merci encore. Ok, merci encore et puis bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée aux téléspectateurs et merci de nous avoir écoutés. Et surtout merci à Zouk TV. Merci bien sûr.